Aujourd'hui, Molière, l'école des femmes, épisode 2, lu par un trio d'acteurs. Écoutez, révisez, Olivia Gesbert. Quand paraît l'école des femmes en 1662, Molière est déjà un auteur confirmé, même si ses pièces n'ont pas encore connu le succès qu'elle s'apprête à rencontrer. Son écriture s'est déjà essayée à plusieurs formes, la prose, avec les précieuses ridicules, les vers, l'école des maris, et aussi la comédie-ballet, avec les fâcheux, la musique est alors composée par Lully. Écrite en alexandrin, flirtant avec la farce, l'école des femmes est la première des grandes comédies en 5 actes, à oser porter un sujet trivial à l'origine, à la dignité d'une écriture en vers, parfois très soutenue. Quelle est l'intrigue ? Plus que tout, Arnolphe, vieux bourgeois aigri, ne veut pas devenir cocu. Pour s'assurer de la fidélité de sa future épouse, il l'a choisie très jeune, l'enferme dans un couvent pour qu'elle ne voie rien et surtout n'apprenne rien, et l'en sort quelques années plus tard pour l'épouser aussitôt. Ce sera Agnès, dont le prénom vient d'un adjectif grec qui signifie pur et chaste, et dans la sonorité duquel il est possible d'entendre la niaise. Qu'apprend-on à l'école des femmes exactement ? Si le titre de la pièce renvoie d'abord à l'école des maris, pièce créée l'année d'avant, Molière prend au sérieux la question de l'éducation des jeunes filles et des futures épouses. De quelle école parle-t-on ? Celle du couvent, dans laquelle Agnès est placée dès son plus jeune âge à la demande de son tuteur et futur mari, Arnolphe, ou celle d'Arnolphe, qui lui fait la classe doctement, comme dans la fameuse scène des maximes du mariage ? À moins qu'il ne s'agisse de l'école de l'amour, celui d'Horace, jeune homme aperçu par la fenêtre, aussitôt aimé, et grâce auquel elle progresse bien plus rapidement que ne l'aurait laissé soupçonner sa candeur, aux grandes dames de son tuteur. Ou enfin, peut-être qu'Agnès apprend tout simplement, de son observation subtile de la situation, de ce que ses sens lui dictent. Interprété par Molière en 1662, le vieil Arnolphe souhaite épouser Agnès sans tarder. C'était avant que rien ne se passe comme prévu. Avant la rencontre coup de foudre entre Horace et Agnès. Tous deux jeunes, passionnés, ils se sentent dans leurs droits et n'hésitent pas à tromper tous les stratagèmes mis en place pour les désunir. Mais Arnolphe a un atout dans son jeu, il est devenu malgré lui le confident d'Horace. Son jeune rival, en effet, connaît bien Arnolphe, puisque c'est l'ami de son père, et il ne se doute de rien. Il lui confie régulièrement ses progrès et ses sentiments en ignorant qu'Arnolphe est Monsieur de la Souche, double identité sous laquelle il garde Agnès sous clé. Au début de l'acte 5, on apprend qu'une tentative d'Horace pour s'introduire en pleine nuit dans la chambre d'Agnès a été déjouée par Arnolphe. Averti la veille par le prétendant lui-même, il avait donné à ses domestiques des ordres drastiques pour le refouler à coups de bâton. Donné pour mort, quelle n'est pas sa surprise de le voir réapparaître toujours aussi amoureux et toujours aussi bien décidé à sauver la jeune Agnès des griffes de son tuteur. Tout de suite, écoutez, révisez, aujourd'hui lecture à 3 voix et à distance de l'école des femmes de Molière. Anaïs de Moustier est Agnès, Michel Lescaut, Horace et Denis Podalides, Arnolphe. Il faut que j'aille un peu reconnaître qui c'est. Eût-on jamais prévu? Qui va là, s'il vous plaît? C'est vous, Seigneur Arnolphe? Oui, mais vous... C'est Horace. Je m'en allais chez vous. Vous priez d'une grâce. Vous sortez bien matin? Quelle confusion. Est-ce un enchantement? Est-ce une illusion? J'étais à dire vrai dans une grande peine. Et je bénis du ciel la bonté souveraine qui fait qu'à point nommé je vous rencontre ainsi. Je viens vous avertir que tout a réussi, et même beaucoup plus que je n'eusse osé dire. Et par un incident qui devait tout détruire. Je ne sais point par où l'on a pu soupçonner cette assignation qu'on m'avait su donner, mais étant sur le point d'atteindre à la fenêtre, j'ai, contre mon espoir, vu quelques gens paraître, qui sur moi, brusquement, levant chacun le bras, m'ont fait manquer le pied et tomber jusqu'en bas. Et ma chute, aux dépens de quelques meurtrissures, de 20 coups de bâton m'a sauvé l'aventure. Ces gens-là, dont était, je pense, mon jaloux, ont imputé ma chute à l'effort de leur coup. Et comme la douleur, un assez long espace, m'a fait, sans remuer, demeurer sur la place, ils ont cru tout de bon qu'ils m'avaient assommé, et chacun d'eux s'en est aussitôt alarmé. J'entendais tout leur bruit dans le profond silence. L'un l'autre, ils s'accusaient de cette violence, et sans lumière aucune, en querellant le sort, sont venus doucement tâter si j'étais mort.
Je vous laisse à penser si, dans la nuit obscure, j'ai d'un vrai trépassé su tenir la figure. Ils se sont retirés avec beaucoup d'effroi. Et comme je songeais à me retirer, moi, de cette feinte mort, la jeune Agnès, émue, avec empressement, est de vers moi venue. Car les discours qu'entre eux, ces gens avaient tenus, jusque à son oreille, étaient d'abord venus. Et pendant tout ce trouble, étant moins observée, du logis aisément, elle s'était sauvée. Mais me trouvant sans mal, elle a fait éclater un transport difficile à bien représenter. Que vous dirais-je? Enfin, cette aimable personne a suivi les conseils que son amour lui donne, n'a plus voulu songer à retourner chez soi, et de tout son destin s'est comme mise à ma foi. Considérez un peu, par ce trait d'innocence, où l'expose d'un fou la haute impertinence, et quel fâcheux péril elle pourrait courir, si j'étais maintenant homme à la moins chérir. Mais d'un trop pur amour, mon âme est embrasée. J'aimerais mieux mourir que l'avoir abusée. Je lui vois les appas dignes d'un autre sort, et rien ne m'en saurait séparer que la mort. Je prévois là-dessus l'emportement d'un père, mais nous prendrons le temps d'apaiser sa colère. À des charmes si doux, je me laisse emporter, et dans la vie, enfin, il se faut contenter. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, c'est que je puisse mettre en vos mains cette belle, que, dans votre maison, en faveur de mes feux, vous lui donniez retraite au moins un jour ou deux. Outre qu'aux yeux du monde, il faut cacher sa fuite, et qu'on en pourra faire une exacte poursuite, vous savez qu'une fille aussi de sa façon donne avec un jeune homme un étrange soupçon. Et comme c'est à vous, sûr de votre prudence, que j'ai fait de mes feux entière confidence, c'est à vous seul aussi, comme ami généreux, que je puis confier ce dépôt amoureux. Je suis, dans tous tes points, tout à votre service. Vous voulez bien me rendre un si charmant office? Très volontiers, vous dis-je. Et je me sens ravir de cette occasion que j'ai de vous servir. Je rends grâces au ciel de ce qu'il me l'envoie, et n'ai jamais rien fait avec si grande joie. Que je suis redevable à toutes vos bontés. J'avais, de votre part, craint des difficultés, mais vous êtes du monde, et dans votre sagesse, vous savez excuser le feu de la jeunesse. Un de mes gens la garde au coin de ce détour. Mais comment ferons-nous? Car il fait un peu jour. Si je la prends ici, l'on me verra peut-être. Et s'il faut que chez moi vous veniez apparaître, des valets causeront. Pour jouer au plus sûr, il faut me l'amener dans un lieu plus obscur. Mon allée est commode, et je l'y vais attendre. Ce sont précautions qu'il est fort bon de prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main. Et chez moi, sans éclat, je retourne soudain. Ah, fortune! Ce trait d'aventure propice répare tous les maux que m'a fait ton caprice. Ne soyez point en peine où je vais vous mener. C'est un logement sûr que je vous fais donner. Vous logerez avec moi, ce serait tout détruire. Entrez dans cette porte et laissez-vous conduire. Pourquoi me quittez-vous? Chère Agnès, il le faut. Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt. J'en suis assez pressé par ma flamme amoureuse. Quand je ne vous vois point, je ne suis point joyeuse. Hors de votre présence, on me voit triste aussi. Hélas, s'il était vrai, vous resteriez ici. Quoi, vous pourriez douter de mon amour extrême? Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. Ah, l'on me tire trop. C'est qu'il est dangereux, chère Agnès, qu'en ce lieu nous soyons vus tous deux. Et le parfait ami de qui la main vous presse suit le zèle prudent qui pour nous l'intéresse. Mais suivre un inconnu que... N'appréhendez rien. Entre de telles mains, vous ne serez que bien.
Je me trouverais mieux entre celles d'Horace. Et j'aurais... Attendez! Adieu. Le jour me chasse. Quand vous verrai-je donc? Bientôt. Assurément. Que je vais m'ennuyer jusque à ce moment. Grâce au ciel, mon bonheur n'est plus en concurrence. Et je puis maintenant dormir en assurance. Venez. Ce n'est pas là que je vous logerai. Et votre gîte, ailleurs, est par moi préparé. Je prétends en lieu sûr mettre votre personne. Me connaissez-vous? Aïe! Mon visage friponne. Dans cette occasion, rend vos sens effrayés. Et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouble en ces projets l'amour qui vous possède. N'appelez point des yeux le galant à votre aide. Il est trop éloigné pour vous donner secours. Si jeune encore, vous jouez de ces tours. Votre simplicité, qui semble sans pareil, demande si l'on fait les enfants par l'oreille, et vous savez donner des rendez-vous la nuit, et pour suivre un galant vous évader sans bruit. Dieu, comme avec lui votre langue cajole, il faut qu'on vous ait mis à quelque bonne école. Qui diantre, tout d'un coup, vous en a tant appris? Vous ne craignez donc plus de trouver des esprits? Et ce galant, la nuit, vous a donc enhardi? Ah, coquine, en venir à cette perfidie, malgré tous mes bienfaits, former un tel dessein. Petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein, et qui, dès qu'il se sent, par une humeur ingrate, cherche à faire du mal à celui qui le flatte. Pourquoi me criez-vous? J'ai grand tort, en effet. Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre un galant n'est pas une action infâme? C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre, et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement entre nous, il est plus pour cela, selon mon goût, que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image terrible. Mais hélas, il le fait, lui, si rempli de plaisir, que de se marier, il donne des désirs. Ah, c'est que vous l'aimez, traîtresse? Oui, je l'aime. Et vous avez le front de le dire à moi-même? Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas? Le deviez-vous aimer? Impertinente! Hélas, est-ce que j'en puis mais? Lui seul en est la cause, et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose. Mais il fallait chasser cet amoureux désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir? Et ne saviez-vous pas que c'était me déplaire? Moi? Point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire? Il est vrai. J'ai sujet d'en être réjoui. Vous ne m'aimez donc pas à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment non? Voulez-vous que je mente? Pourquoi ne m'aimez pas, Madame l'impudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché, que je pense. Je m'y suis efforcé de toute ma puissance. Mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment, il en sait donc là-dessus plus que vous, car à se faire aimer, il n'a point eu de peine. Voyez comme résonne et répond la vilaine. Peste! Une précieuse en dirait-elle plus? Ah, je l'ai mal connue. Ou ma foi, là-dessus, une sotte en sait plus que le plus habile homme. Puisqu'en raisonnement votre esprit se consomme, la belle raisonneuse, est-ce qu'ainsi longtemps je vous aurais pour lui nourri à mes dépens? Non, il vous rendra tout jusqu'au dernier double. Elle a de certains mots où mon dépit redouble. Me rendra-t-il coquine avec tout son pouvoir les obligations que vous pouvez m'avoir? Je ne vous en ai pas de si grande compense. N'est-ce rien que les soins d'élever votre enfance? Vous avez là-dedans bien opéré, vraiment, et m'avez fait en tout instruire joliment. Croit-on que je me flatte et qu'enfin, dans ma tête,
Je ne juge pas bien que je suis une bête. Moi-même, j'en ai honte. Et dans l'âge où je suis, je ne veux plus passer pour sotte si je puis. Vous fuyez l'ignorance et voulez, quoi qu'il coûte, apprendre du Blondin quelque chose. Sans doute. C'est de lui que je sais ce que je puis savoir. Et beaucoup plus qu'à vous, je pense lui devoir. Je ne sais qui me tient qu'avec une gourmade, ma main de ce discours ne venge la bravade. J'enrage quand je vois sa piquante froideur, et quelques coups de poing satisferaient mon cœur. Hélas, vous le pouvez si cela vous peut plaire. Ce mot et ce regard désarment ma colère et produit un retour de tendresse de cœur qui, de son action, m'efface la noirceur. Chose étrange d'aimer, et que pour cette traîtresse, les hommes soient sujets à de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection, ce n'est qu'extravagance et qu'indiscrétion. Leur esprit est méchant, et leur âme fragile. Il n'est rien de plus faible et de plus imbécile, rien de plus infidèle, et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix. Va, petite traîtresse, je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi, et me voyant si bon, en revanche, aime-moi. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute seulement ce soupir amoureux. Vois ce regard mourant. Contemple ma personne et quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne. C'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi, et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Ta forte passion est d'être brave et leste. Tu le seras toujours. Va, je te le proteste. Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai. Je te bouchonnerai, baiserai, mangerai. Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne m'explique point. Et cela, c'est tout dire. Jusqu'où la passion peut-elle faire aller? Enfin, à mon amour, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate? Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui? Dis si tu le veux. Je suis tout prêt, cruel, à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait plus que vous. Ah, c'est trop me braver. Trop pousser mon courroux. Je suivrai mon dessein. Bête trop indocile. Et vous dénicherez à l'instant de la ville. Vous rebutez mes vœux et me mettez à bout. Mais un cul de couvent me vengera de tout. Je ne sais ce que c'est, monsieur, mais il me semble qu'Agnès et le corps mort s'en sont allés ensemble. La voici. Dans ma chambre, allez me la nicher. Ce ne sera pas là qu'il la viendra chercher. Et puis, c'est seulement pour une demi-heure. Je vais pour lui donner une sûre demeure, trouver une voiture. Enfermez-vous des mieux. Et surtout, gardez-vous de la quitter des yeux. Peut-être que son âme étant dépaysée, pourra de cet amour être désabusée. Prouesse technique et prouesse d'acteur, 3 comédiens confinés, réunis à distance par l'École des femmes de Molière, par et pour France Culture. Écoutez, révisez
les grands textes du patrimoine littéraire. Inspecteurs généraux et professeurs de l'éducation nationale qui ont préparé cette analyse attirent maintenant votre attention sur les nombreux éléments qui relancent l'intérêt du spectateur dans ces dernières scènes avant le dénouement. La scène 2, tout d'abord, est un millefeuille d'intrigues concurrentes. Les amoureux ont repris l'avantage, sorti indemne du guet-apens en faisant le mort. Horace est rejoint par Agnès, qui a profité de la confusion pour s'échapper. Molière met ensuite en place une série de face-à-face pour que la vérité soit dite. Dans la scène 3, Agnès et Horace sont physiquement réunis sur scène pour la première fois. Jusqu'ici, leur rencontre et entrevue n'existaient que sous la forme de récits rapportés. Scène 4, Arnolphe et Agnès se parlent seuls, eux pour la dernière fois. Comme l'agneau de La Fontaine, elle a raison en tout et se montre habile. Lui, menaçant, cajoleur ou pitoyable, ne pourra que faire l'amer constat de son impuissance avant de céder à la raison du plus fort. Dans la scène 3, nous assistons aux adieux d'Horace et d'Agnès sous le regard jaloux du Barbon. Molière grossit le trait et exagère les serments échangés entre les amoureux, séparés pour quelques jours à peine, pour accentuer la cruauté faite à Arnolphe, témoin muet de cette scène. Les répliques rapides et enflammées échangées entre les amants sont autant de piques pour Arnolphe. Détail scénique essentiel, Agnès a déjà la main prise dans celle d'Arnolphe qu'elle ne regarde pas. Pour mettre un terme à ce spectacle insupportable, il l'attire par la main à 2 reprises et concentre ainsi sur lui une forte charge comique et ridicule. Tout début, scène 4. Aïe, l'onomatopée qui échappe à Agnès lorsqu'elle le reconnaît traduit sa surprise et imite le son d'un piège qui se referme. Arnolphe semble avoir repris l'avantage et compte bien en profiter. Dans la suite de cette longue scène, attendue par le spectateur et retardée au maximum par l'auteur, le dialogue devient dense et homogène. Dans une véritable joute oratoire, l'ex-pupille et le tuteur luttent pied à pied en contrepoint de la scène d'amour qui précède cet échange. Le statut d'Horace, absent de la scène, mais au cœur des discours, évolue au fil des répliques. D'abord, simple prétexte à la querelle, Arnolphe comprend qu'il l'a supplanté. Ce n'est plus un insignifiant rival, c'est l'homme qu'Agnès a choisi. Un galant, dit Arnolphe, qu'Agnès corrige tout de suite par « c'est un homme ». Arnolphe l'appelle finalement Blondin pour le rabaisser. Horace, toujours présent, jamais nommé. Sa présence pronominale consomme la distance et la rupture entre le tuteur et sa pupille. Agnès concentre l'essentiel de l'attention du spectateur tant elle surprend par les tournures pleines d'assurance de son discours, même si certaines de ses réflexions traduisent encore sa naïveté. Elle ne voit pas, n'entend pas par exemple la douleur d'Arnolphe. De même, elle assume ses sentiments en les rendant ainsi légitimes. Pour elle, être honnête, c'est ressentir les émotions vraies, bien plus que tenir des engagements contractés sans son accord. Agnès ne voit d'ailleurs pas ce que sa conduite peut avoir de blâmable. « Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait », écrit Molière. Métamorphosée, elle l'est par sa détermination et sa volonté farouche, appuyée par des réparties cinglantes et rapides, lui permettant de tenir tête à son tuteur. Par la maîtrise de sa parole, la jeune fille devient femme. L'usage des questions rhétoriques place Arnolphe face à ses contradictions. Les accusations sont directes, Agnès n'use d'aucune précaution, elle n'a que faire de ménager le vieil homme. Elle s'autorise même l'ironie, féroce, en affirmant qu'elle a bien appris sa leçon par l'utilisation d'une antiphrase. « Vous avez là-dedans bien opéré, vraiment, et m'avez fait en tout instruire joliment. » Les 2 adverbes qui achèvent la rime sont autant de coups portés contre Arnolphe et ses stratagèmes. L'usage du passé composé finit d'affirmer qu'il y a un avant et un après Horace et après Horace. Agnès sait désormais raisonner, ce qui n'échappe pas à Arnolphe, qui l'affuble du surnom de belle raisonneuse. Agnès a été à bonne école. Émancipée, elle s'exprime désormais librement, son discours est organisé, sa rhétorique implacable. « Qui diantre tout d'un coup vous en a tant appris ?» l'interroge Arnolphe, qui tente vainement de garder son emprise sur la jeune femme. Et va jusqu'à prendre à partie le public. « Voyez comme raisonne et répond la vilaine. » Oui, le public voit, mais il voit surtout un homme prendre peu à peu conscience de sa défaite avec des questions sans réponse. « Pourquoi ne m'aimez pas, madame l'impudente ?» Joue-t-il encore, Arnolphe? Cherche-t-il à apitoyer sa proie, ou parle-t-il vrai pour une fois?
Réduit à singer le style mièvre des jeunes premiers, il essaye de la séduire et de l'apitoyer en endossant soudain le rôle de l'amoureux transi. Mais sa défiance naturelle pour les choses de l'amour est trop grande. Sa parade amoureuse sonne faux et tourne au fiasco. La violence sous la caresse affleure et suscite davantage le dégoût que le désir. 2 vers suffiront à Agnès pour le repousser définitivement. Voilà qui donne la mesure de son nouveau pouvoir. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait plus que vous. Dès lors, il n'est autre issue possible pour le vieil homme que de recourir à la violence. Mais nous sommes dans une comédie. Un dénouement heureux survient dans les scènes suivantes, en sauvant Agnès in extremis. Elle est en réalité la fille cachée d'un riche marchand qui revient pour la marier au fils de son mari, qui n'est autre qu'Horace. Arnolphe mitonnait donc chez lui, depuis le début, le plat d'un autre. Pour conclure, rit-on pourtant de cette fin ? Oui et non. Bien sûr, Agnès, par son verbe et son esprit naissant, se venge et nous venge de tous les Arnolphes de la terre. Elle n'en est pas moins soumise à l'obstination d'un homme à vouloir dominer une femme. Alors on rit, certes, mais on rit jaune, comme plus tard, dans certaines pièces de Marivaux, la fosse suivante, par exemple, où le happy end n'annule pas la bassesse révélée dont certains êtres sont capables. En 1662, tenez-vous bien, Molière expose donc les leviers de la domination masculine et libère la parole des femmes grâce à la comédie. Le genre, comme l'auteur, s'en trouve grandi. Vous avez dit moderne ? Et maintenant, tous à vos livres, L'école des femmes de Molière vous a été lu par Anaïs Demoustier, Michel Escaut et Denis Podalides de la Comédie Française. C'était Écouter, réviser, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale. Un grand merci à Renaud Ferreira de Oliveira, inspecteur général, et Laure Soudy, professeur, qui ont choisi cet extrait et préparé cette analyse. Fiction coordonnée par Blandine Masson, réalisée par Sophie Aude-Picon, avec Mathieu Tourin à la technique. Mise en onde, Lydia Portis-Guérin. Sur franceculture.fr, vous pouvez réécouter l'émission, la podcaster et bien sûr retrouver toutes les informations, compilées et mises en page par Laura Dutèche-Pérez. Je vous souhaite un très bel après-midi sur France Culture et vous donne rendez-vous demain pour un dernier numéro d'Écouter révisé avec Apollinaire, la chanson du mal-aimé.